Aujourd'hui, dans toute une histoire, l'histoire des Forbans. 20 ans après avoir vendu des millions de disques, ils gardent la banane, même si dans le milieu, certains les traitent de has-been. Ce terme de has-been, vous l'avez entendu, Hubert? Bon, comme chacun sait, ou pour ceux qui ne le savent pas, has-been vient de l'anglais, avoir été. Bon, mieux vaut être has-been que will be, parce que will be, perhaps, peut-être pas. Et aussi l'histoire de Claude Barzotti. Chanteur de charme des années 80, il s'est reconverti aujourd'hui en promoteur immobilier. En fait, j'ai commencé l'immobilier en 1986. J'ai toujours pensé que la chanson, c'était un métier éphémère. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous espérez de la chanson? Non, c'est-à-dire que j'ai envie de revenir dans la chanson parce que j'ai encore des choses à dire. Mais bon, lorsqu'il voit un Claude Barzotti, je suppose qu'il doit le jeter à la poubelle sans l'écouter, malheureusement, voilà. Bonjour à tous. Mademoiselle, monsieur, bonjour, bienvenue dans toute une histoire. Merci pour nos invités que vous connaissez tous. Merci de nous recevoir. À l'instar de tous nos enfants qui ne rêvent que d'une chose aujourd'hui, être célèbres. Nos invités d'aujourd'hui, eux, se sont retrouvés tout en haut de l'affiche. Cette vie de star tant convoitée, ils l'ont connue, ils l'ont vécue, ils l'ont appréciée. Un jour pourtant, leur heure de gloire a pris fin. Certains dans le milieu les appellent les has-been. Mais finalement, ne vaut-il pas mieux être un has-been que n'avoir rien été du tout? Comment passe-t-on de la lumière à l'ombre? Accepte-t-on facilement de retomber dans l'anonymat après avoir été une star? Quelles sont les leçons de ce qu'on a vécu? Comment fait-on pour revenir enfin sur le devant de la scène et faire son comeback? Nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui des artistes qui nous ont marqués, qui nous ont accompagnés, que nous avons appréciés. Merci de les accueillir chaleureusement. Bonjour la Rousseau. Ça fait combien de temps que vous n'êtes plus rousse maintenant? Ah là, ça fait 3 ans à peu près. Ça fait 3 ans, ouais. Ouais. Longtemps que je ne vous avais pas vu. Oui, En 1998, vous nous chantiez Tu m'oublieras. c'est ça. Et pourtant, on ne vous a pas oublié. C'est bien. C'était un triomphe, hein. C'était un très très gros succès. Impressionnant. Ça vous impressionnait, vous, à l'époque, vous aviez quel âge? J'avais 19 ans. Ouais. J'en ai 27. Ouais. Mais non, je m'y attendais pas. Et à 19 ans, on vit pas les choses de la même façon qu'à 27, quoi, c'est sûr. Ouais. On est un peu parano, on est... du jour au lendemain, on appartient aux gens, on comprend pas. On vous regarde, on vous épie, on vous observe. On comprend pas. Vous avez choisi de faire un break, en normalement. tout cas, justement, pour essayer de comprendre Ouais. tout ce qui se passait, maîtriser les choses, que ça ne vous échappe pas trop pendant 4 ans. Faire une pause, vous nous parlerez de tout ça, la Rousseau, et de votre Avec retour plaisir. également. Pépita, bonjour Pépita, je suis content de vous Bonjour, voir, je vous ai Luc. pas aperçu avant l'émission, comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Très heureux de vous accueillir. Pendant des Merci. années, vous avez co-animé sur le petit écran des jeux qui ont été appréciés de la France entière, comme Très Qui est qui ou populaire, Pyramide. Et puis du jour au lendemain, tout s'est arrêté. Vous en Et êtes où aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai une vie tout à fait normale. Ça fait du bien, parce que je me suis rapprochée des miens, des gens que j'aime beaucoup, avec qui j'avais du mal à avoir des relations compte tenu de ma profession. Et puis voilà, comme tout le monde. Eh bien, tant mieux, Pépita. Ça n'a pas été toujours facile. Vous nous raconterez aussi Ouais, il est certains vrai. aspects du revers de la notoriété qui est retour du mal bâton, connue oui. par le public. Éric Morina est également avec nous. On s'est rencontrés il y a une vingtaine d'années. À l'époque, j'étais Europe 1, Éric. Et puis, chaque été encore, depuis 20 ans, dans les boîtes de nuit, les vacanciers ne se lassent pas de se déhancher sauvagement sur ce thème que nous n'avons pas oublié, qui s'appelait « Oh mon bateau ». Oh mon bateau, tu es le plus beau des bateaux, et tu me guides sur le flot, vers ce qu'il y a de plus beau. Ce personnage, bravo. Vous en revenez maintenant? Vous en revenez maintenant de l'impact que cette chanson a eu sur les gens? Disons que ce personnage, avec le recul, ce n'est pas moi. Ah bon Je suis devenu quelqu'un d'autre. Vous êtes un peu perdu dans l'histoire? Disons qu'à l'époque, j'étais un personnage fabriqué. J'ai joué le jeu. Si vous voulez, on a créé un personnage très très vite. J'ai donc bien vendu la soupe, mais ce n'était pas moi du tout. Après, Donc il faut se j'étais un peu reconstruire, en hein. porte-à-faux avec moi-même. Il faut se retrouver ensuite, ça c'est pas C'est facile. très difficile. La grosse tête, La grosse tête, l'argent. vous avez pété les plombs, vous avez manqué J'ai pété les plombs, j'ai quitté le plancher des vaches. pour la stratosphère. Oui, mais je suis vite redescendu. Bon. Claude Barzotti est également notre invité. Bonjour Claude, tout le monde se souvient de Je suis Rital et je le reste. C'est en quelle année ça?
1983. Ah, c'est une belle chanson. Vous n'étiez pas un débutant quand cette chanson est devenue un tube. Vous aviez déjà pas mal roulé votre bosse. Vous en étiez à votre 12e disque quand le succès est arrivé. Comment vous l'avez vécu? Très bien. On vit très bien les succès. Oui. C'est lorsqu'on fait des bides que ça Qu'on va vit plus mal. Voilà, quand ça va plus mal. Vous aviez connu des périodes de 45 tours où ça ne marchait pas. Vous saviez qu'il était possible de faire une carrière où ça ne marche pas. Vous l'aviez vécu vous-même et vous avez décidé d'être prévoyant. On verra de quelle façon. C'est assez épatant, je trouve. Stone est également notre invité. Vous êtes venu sans Eric Chardin. Vous n'êtes pas fâché? Non. Bonjour Stone, vous faites partie de cette immense tournée qui nous a donné l'idée d'ailleurs de faire cette émission et qui est un succès dans toute la France, qui s'appelle les Yéyés. C'est le retour des Yéyés. Oui, on veut, oui. Oui, où chacun peut se retrouver donc en osmose avec sa propre jeunesse. Je ne parle pas des plus jeunes qui sont ici dans le studio, mais ceux de leur maman ou de leur papa. La fin de votre histoire d'amour, est-ce que ça a sonné la fin de votre histoire musicale? Non, pas du tout. Non. Parce qu'on a continué à chanter après, avec succès également. Peut-être que ça a joué, bien sûr, mais ça ne nous a pas empêché de reprendre, disons, la carrière et vraiment de chanter énormément partout. Remonter sur scène comme ça avec tout un groupe de personnes que vous connaissez, j'imagine, Très des bien, années depuis 70, longtemps. depuis longtemps. Vous retrouvez des années après, Oui. avec quelques petites rides en plus, quelques petits cheveux blancs, etc. J'ai l'impression que c'est presque du bonus, quoi. Ah, C'est- complètement. Hein, Ouais. tout le monde est ravi, quoi. En plus, on est amis depuis très très longtemps et donc de se retrouver, l'union fait la force, quoi. Qu'est-ce que vous allez chanter sur scène? Ah bah les tubes, bien entendu. Les gens attendent exemple que ça. Hein. Bah l'Aventura, Made in Normandie, Le prix des allumettes, Le soleil sur la France, il y en a pas mal. L'Aventura. L'Aventura. Alors on verra des reportages de cette tournée tout à l'heure et également des reportages qui concernent beaucoup de nos invités. Je présente également Richard DeWitt qui est avec nous. Bonjour Richard. Bonjour. Il était une fois, personne n'a oublié J'ai encore rêvé d'elle. J'ai encore des bretzels en allemand, voilà. Oui. Bon. Cette chanson à l'érotisme à fleur de peau, souvenez-vous? Oui. Je l'ai rêvé si fort que les draps s'en souviennent. Et on allume les briquets. Alors après des années difficiles, Richard, et notamment des années où si j'ai bien compris, mais on entrera dans les détails tout à l'heure, vous avez notamment été déçu que votre femme qui vous avait connu au moment du succès ne vous suive pas au moment où le succès est parti. Bon, c'est vrai qu'elle m'a sorti une phrase quand elle m'a quitté. Elle m'a dit « Tu ne m'éblouis plus ». C'est vrai que ça fait mal quand même. Hein. Mais bon, là, tout à l'heure, au début de l'émission, vous parliez de has-been. C'est un terme que je déteste, mais à un point, vous ne pouvez pas savoir. Tous les gens, tous les artistes qui sont ici ont fait des chansons qui sont restées dans la mémoire populaire. Moi également, hein, j'ai cette chance. Donc, on n'est jamais has-been, en fin de compte. Puisqu'on continue à travailler. Moi, je continue à faire des galas, à chanter. Je prépare un nouvel album. C'est pas parce qu'on voit pas les gens à la télé tous les jours que c'est terminé, quoi. Ça vous énerve, ce terme de has-been? Ah oui. Vous l'avez déjà entendu? Moi, ça m'énerve vraiment, quoi. Moi, j'attendais que vous me présentiez. Hein. Oui, je vous présente. Mais allez garder pour la fin. Absolument, puisque j'ai un reportage à lancer sur vous. Bébert des Formans, Oui, mesdames, messieurs. Ce terme de has-been, vous l'avez entendu, Bébert? Bon, comme chacun sait, ou pour ceux qui ne le savent pas, has-been vient de l'anglais, avoir été. Qui a été a forcément existé. Bon, cela dit, moi, c'est vrai que c'est un terme qui est vexant. A priori, c'est vexant parce que ça veut dire que c'est derrière soi. Mais au moins, on a été. Mais que, voilà, on a été. Mieux vaut être has-been que will be, parce que will be, perhaps, peut-être pas. Alors bon, has-been, tout. Voilà. Bon, maintenant, c'est vrai qu'il faut le Il gérer. est bon, ce Bébert. Je hein. te remercie. Je Et t'en encore, prie. là, je suis fatigué, j'ai mal dormi. Ouais, ça va chauffer. Je te remercie. Non, mais bon, has-been, il faut l'assumer, il faut l'assumer. C'est pas parce qu'une personne dit du mal de toi que t'es un mauvais mec. Et puis la vie continue. C'est tout, comme ça. Après les 5 grandes années de succès des Forbans, vous avez rencontré votre femme qui est magnifique, qui est accompagnée aujourd'hui de votre fils. On va regarder ce reportage. Vous avez dû aussi faire face à des moments difficiles après la séparation des Forbans, avant la reformation des Forbans, qui est en fait un groupe de copains qui date de l'enfance. Et aujourd'hui, vous continuez différemment la vie d'artiste. Alors c'est plus l'Olympia et le Palais Baltard, mais ça reste des quoi? L'Olympia, le 2 septembre dernier, quand même. Et toc. Alléluia. Bien. Je t'en veux, t'es pas venu. Non, mais bon, vous avez pas invité, c'est pour ça. Peut-être. Cela dit, c'est vrai, quand on fait pas une semaine ou 15 jours, on en parle moins. Ça ne veut pas dire que, sous prétexte qu'on n'est pas médiatisé, qu'on n'a plus une activité artistique. Moi, je sais que je le vis bien, quoi. Votre micro qui... Je voulais faire voir mes poils. Et l'aventure continue. Regardez Merci, ce merci, reportage. On est content de reprendre de bonnes nouvelles. Souvenez-vous,
Rassurez-vous, au début des années 80, les Forbans sont de vraies stars. Ils vendent 6 millions de disques, enchaînent les tournées, font tomber les filles et remplissent leur compte en banque. Mais quelques années plus tard, le rock'n'roll, comme ils l'entendent, n'est plus à la mode et le succès n'est plus au rendez-vous. Et là, bon, quand c'est le déclin, effectivement, c'est dur à gérer. Alors, c'est dur à gérer, mais quand on est bien dans sa tête, encore une fois, et quand on est amis, quand on est une bande d'amis, on arrive à passer le cap. En ce qui concerne les Forbans, la chance qu'on a, et ça j'en suis persuadé, ça je le sais parce que je le vis, et mes camarades et moi on le vit, c'est que les gens nous adorent. Voilà, les gens nous aiment. Et finalement, je crois qu'on fait partie du patrimoine. Excusez-moi les petits gars, je suis en retard. Ça va, Guy? Attends, c'est quoi ça? T'as vu l'heure ou quoi? Toujours le même. Ouais, non, mais j'y peux rien, il y avait de l'embouteillement. 20 ans plus tard, les Forbans sont toujours là et leurs bananes n'ont pas pris une ride. Aujourd'hui, comme plus de 50 fois par an, ils prennent la route direction la province pour donner un concert. Eh bien, écoute, on va distribuer la bonne parole chez nos amis les ch'tis. On est à Roubaix, et puis voilà, quoi, c'est une soirée sympathique qui s'annonce. C'est plutôt chouette. T'as vu, ça ressemble un petit peu à Baltard, pavillon Baltard. Tu veux que je porte un truc, Michel, non? Loin des grands concerts de l'époque, ce soir c'est le comité d'entreprise d'une grande société qui a loué les services des Forbans pour sa fête de Noël. Réaction en chanson de quelques invités. Il y a la chanson chante, chante, danse et mets tes baskets. Danse les tes baskets, chouette, c'est sympa, tu verras. Viens, surtout n'oublie pas. J'ai toujours une petite appréhension, tu sais. Il est évident que, bon, selon la salle, il y a des endroits mythiques, il y a des noms de salles mythiques. Bon, c'est vrai que quand on a fait l'Olympia, j'avais le Traxxir, grave, terrible, bon, puis d'autres salles comme ça. Mais il y a toujours une appréhension. Bon, ça va là, hein. Allez, hop là. Alors c'est un immense bonheur pour moi, ce soir, de vous présenter, on va dire une bande de copains, les Forbans! Chante, danse et mets tes baskets, chouette, c'est sympa, tu verras bien, surtout n'oublie pas, vas-y remets-toi tout le monde chez moi. Chante, c'est à toi. Si les fans sont toujours au rendez-vous, après 27 années de carrière, ce groupe mythique des années 80 a sans doute derrière lui ses meilleurs moments. Se pose alors la question de l'avenir. Non, parce que t'en as des mecs qui pensent qu'on est has-been ou ringard, forcément, pour pas nous avoir vus sur scène, par exemple. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, ce que je pense, c'est qu'il vaut mieux être has-been que de n'avoir jamais rien été. Tu sais, bon, et c'est évident, entre nous, on sait très bien ce qu'on désirerait. Faire un tube, vendre des disques, revendre 1 million de disques ou 2 millions de disques pour justement repartir à fond. Alors moi, je suis pas d'accord. Non, vas-y, Chami, c'est quoi ton moi, mon rêve, c'est d'être toujours comme on est là, à se fendre la gueule et à faire nos concerts. C'est continuons à être comme on est. Alors évidemment, même si ça fait cliché, eh ben on continue à être comme on est. Voilà. Votre fils a le sourire, ça fait plaisir à voir. Vous avez déjà vu sur scène? Oui, quelques fois. Quand on n'est pas trop loin de Paris, il vient avec moi. C'est ce genre de musique, Kevin? Oui. T'aimes bien? Oui. Ça a commencé par une histoire de jeunesse. Vous, les 6 copains, vous vous connaissiez, vous êtes rencontrés, vous aviez quel âge? C'est vraiment une très très belle histoire dans la mesure où il n'y a rien de faux, quoi. Il n'y a rien de fabriqué. Mes camarades et moi, on s'est connus au bahut, au lycée. Pour ma part, j'étais au CES, mon batteur était au CET, ce qui est appelé aujourd'hui LEP, c'est-à-dire que lui, il était... Lycée professionnel. Voilà, lycée professionnel. Moi, j'étais un studieux, enfin, paraît-il. Et puis, on s'est rencontrés d'un côté et de l'autre d'un muret, un muret de récréation. Et puis, le groupe s'est formé, on a fait des répétitions imaginaires au début. Puis, au fur et à mesure, on a fait une audition, puis 2, puis 3, et puis l'affaire a pris du genou, comme dirait l'autre. Comment votre famille a-t-elle réagi à votre succès? Vous êtes issu d'un milieu plutôt modeste, votre papa est cordonnier. Exact. Comment ils ont réagi quand ils vous ont vu devenir célèbre, riche aussi? Oui. Ils ont réagi différemment, c'est bien, ça prouve que ce ne sont pas les mêmes. D'accord. Mon père Alors maman et papa? Alors, on commence par qui? Par maman. Maman. On commence par maman. La plus optimiste. On va commencer par la plus optimiste. Maman, elle a réagi d'une manière extraordinaire.
Dans la mesure où lorsque je suis à l'école, elle a envie, comme pratiquement toutes les mamans, qu'on fasse des belles études, de longues études pour finalement avoir un beau métier. Donc à un moment, quand elle voit que l'affaire prend du genou, quoi, que ça devient sérieux, Elle est fière. Elle me dit, non, elle n'est pas encore fière, elle me dit, elle sent quelque chose, elle me dit, chérie, si tu sens que c'est ça ton métier, si, entre guillemets, tu as envie d'arrêter l'école, fais-le. Vous aviez 20 ans à l'époque. Voilà, ça voilà. représentait quoi pour vous, la notoriété et l'argent qui tombait du ciel à 20 ans? À 19 ans pour la Rousseau. C'était énorme parce que c'était des gros sous. Je me souviens avoir eu des chèques de 300, 350 000 francs alors que j'avais 20 ans. Alors j'étais un petit peu... Qu'est-ce que vous en avez fait? Je les ai utilisés intelligemment. Je dors sous un toit aujourd'hui. D'accord. J'ai de belles voitures. Tout va bien, quoi. Voilà, je les ai utilisés. J'ai fait quelques bêtises, quoi. Enfin, quel genre? Par exemple, aller un petit peu jouer au casino, des trucs que tout le monde fait quand l'argent arrive et qui vous brûle les doigts. Mais je l'ai fait intelligemment, j'en suis persuadé, dans la mesure où quand je l'ai fait, je n'étais pas encore marié. Donc voilà. Vous sentiez que cet argent, parfois quand l'argent arrive trop vite, on a envie de tout de suite qu'il sorte des poches et de le redépenser parce qu'on n'a pas le temps de voir ce qu'il représente. Vous n'avez pas eu ce sentiment-là tout de suite à l'âge de 20 ans? Vous avez pensé il faut placer? On ne pense pas au principe des vases communicants, c'est-à-dire qu'on se dit, tiens, il y a de l'argent aujourd'hui, on aura demain, puisqu'on a 20 ans. Mais vous disiez le contraire il y a un instant, vous dites j'ai acheté une maison. Oui. Avec du recul. Oui. Et ça, je le dois à ma maman et mon papa qui m'ont fortement conseillé et que j'ai écouté a priori. Bon, voilà. Maintenant, c'est vrai que l'argent vous brûle les doigts. On a vu beaucoup de gagnants du loto qui se sont ruinés en 2-3 ans. On le sait. Trop d'argent quand on n'est pas préparé. Voilà, trop d'argent. En revanche, en ce qui me concerne, moi j'étais chez papa et maman, même à 20 ans, 21 ans, même à 25 ans, 26 ans. Ah bon, vous étiez encore chez papa et maman? Complètement. J'ai attendu la star des stars. J'ai attendu avant de faire le grand saut. J'ai attendu avant de faire le grand saut et le résultat est juste derrière moi. Ouais. Et bon, en ce qui concerne l'argent, c'est vrai que pour mon père, puisqu'on a parlé de ma maman, pour mon père, j'étais partagé entre, lorsque j'ai gagné beaucoup d'argent, j'étais partagé entre la fierté et la honte de montrer ses chèques, justement. Parce que mon père était cordonnier, je ne veux faire pleurer personne, il gagnait bien sa vie en plus. Mais bon, un chèque de 300 ou 350 000 balles dans la main de son fils qui vient de quitter la scolarité... Il mettait combien de temps à gagner une somme pareille, lui? Il faut que je fasse une multiplication savante. 1 ou 2 ans. Puis je ne me rappelle plus ce qu'il a déclaré aux impôts à l'époque, donc on ne sait jamais. Mais bon, il mettait plusieurs années, oui, c'est sûr. Alors, vous habitiez chez vos parents. Vous aviez beaucoup de succès pourtant. C'est marrant. Quand vous rentriez à la maison, vous étiez vous mettiez à votre table avec votre rouleau de serviettes. Je n'étais pas Tanguy. J'étais pas Tanguy, c'était plutôt la verdure, moi. D'accord, j'ai compris. Mais en revanche, ce que j'ai pas compris, c'est comment vous viviez le succès dehors et peut-être comment vous gardiez votre place de fiston à la maison. Je vais vous le dire. Déjà avec 2 choses, l'amour et le respect. Le respect de mes parents, énormément. Ça, c'est mon guide, c'est le guide perpétuel, le respect. Mais il n'empêche que je découchais souvent. Vous avez profité du succès? Oui, j'ai profité du succès. Les filles, c'était plus facile, J'étais relativement gâté à l'époque par la nature. Je voyais ce qui reste. Mais je vous garantis qu'il y a 20-22 piges, c'était pas mal aussi. Donc déjà, d'un point de vue séduction, j'avais pas trop de problèmes. Mais c'est vrai que... là, vous annoncez même le score de 1000 femmes dans votre vie. Plus que ça. Ah bon? Ouais. Pelé a marqué 1000 buts, vous c'est 1000 femmes. Plus que ça. Plus que ça. Ouais. C'est-à-dire tous les soirs? Je sais pas, le seul qui a pu me battre, c'est Claude, mais je sais pas si... Claude, vous en avez profité aussi beaucoup? C'est vrai que lorsqu'on a un micro à la main, c'est plus facile que si on a une truelle à la main. Ouais. Donc c'est beaucoup plus facile. Vous faisiez quoi comme métier? On a profité un petit peu. Vous faisiez quoi comme métier avant d'être chanteur? Moi, le premier métier, j'étais professeur de musique à 17 ans. Puis j'étais maçon. C'est pour ça que vous dites la truelle et le micro. Voilà, c'est ça, j'ai fait le comparaison. En fait, j'étais pas maçon, j'étais manœuvre. Ouais. Puis j'étais peintre en bâtiment et j'étais mécanicien de vélo. Il y a eu 5 ans de grands succès pour les Forbans, vous diriez? Oui, on va dire 82 et demi jusqu'à 87, oui, 80. D'accord, ça fait de 20 à 25 ans pour aller vite, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, vraiment, tout jeune homme. Après, il faut, quand le succès commence à baisser, c'est quand le succès monte tellement haut comme ça, généralement, il ne tient pas très très haut tout le temps. Après, il y a des hauts, il y a des bas. Disons que oui, dans tout point culminant, il y a un fait, et puis effectivement, à un moment, soit tu bascules, mais tu ne peux pas rester en haut. Enfin, tu peux, mais c'est difficile, quoi. Alors, vous avez essayé une carrière solo? Effectivement, en 87, 88, notre maison de disques nous met la pression pour qu'on ressemble
à des groupes comme Indochine, tout ça, non pas que je n'aime pas, mais ça ne C'était pas votre truc. C'est pas notre truc. Donc automatiquement, les copains, il y en a qui disent ouais, peut-être faut faire ci. Moi je dis non, faut pas faire ça. Puis immanquablement, on se rifle, on se prend la tête et puis le groupe split. Donc, la carrière solo n'a pas fait des étincelles? Non, la carrière solo, et c'est un euphémisme quand tu dis ça. D'accord, ok. Et en 2002, c'est là où je crois que vous avez touché le fond. Non, j'ai pas touché le fond en 2002, non. Pourquoi toucher le fond? Avec la prison? Ah oui, je croyais d'un point de vue carrière. Effectivement, aller en prison, c'est toucher le fond. Parce que qu'est-ce qu'on se dit une fois qu'on est là-bas? On se dit, bon, on va sortir de là, plus personne va nous parler, plus personne va nous aimer, excepté peut-être ma mère, qui, elle, immanquablement, m'aimera tout le temps. Vous étiez avec votre femme à l'époque? Oui, complètement. Oui, alors peut-être votre femme aussi, alors? Complètement. On se dit, ma femme va peut-être se dire, tiens, on s'est engueulé quelques fois et, à juste titre, mon mari, c'est un mauvais mec. Donc, immanquablement, on se 2 dit, mois de prison. Vous avez fait pour quel motif, si vous voulez en je parler? préfère dire 60 jours même. Oui, parce que c'est long. Bien sûr que c'est long, c'est horrible. Pour quel motif, Albert? Alors, on m'a accusé donc de recel. De quoi? De recel. Alors, les journaux s'en sont pris à queue en joie. Là, ils ont mis des plasmas, des machins, alors qu'il y avait des cartouches d'encre et puis 2-3 trucs, 2 imprimantes à noir et De blanc. matériel informatique? Oui, enfin bon, on va pas dire le contenu et le butin, puisqu'on va appeler ça comme ça. Mais je pense que si j'avais été une personne lambda, et là je peux le dire, je suis jugé, je l'aurais pas dit il y a longtemps, mais j'aurais fait 24 heures de garde à vue. Mais recel, ça signifie tout simplement garder des choses qu'on n'a pas volées soi. Voilà, qu'on n'a pas volées soi-même, mais qui sont chez nous, effectivement. Alors, bon, connaissance de cause ou pas. En ce qui me concernait, je le savais. Hein. D'accord. Oui. Vous l'avez plaidé comme ça? Complètement. Ouais. Ouais, c'est votre façon de faire face. Évidemment. Ouais. J'allais pas Votre femme est mettre à restée. pleurnicher. Ça a été une période difficile? Très difficile. Oui. Très difficile, mais... Savoir le défendre à distance aussi, parce que j'imagine que vous ne deviez pas entendre que des choses agréables à son sujet. Exactement. Ça, plus les médias qui, tout à coup... Non, mais très difficile, mais on s'en est bien sorti. C'était une épreuve, et qui n'a pas d'épreuve dans la vie? Les épreuves, ça peut rapprocher aussi, si on s'y prend bien. Exactement, exactement. C'est là où on réalise qu'on est plus forte que ce qu'on croit, en vérité. Et puis, non, ça s'est bien passé. Ça a presque été une leçon pour lui, parce que c'est bien aussi, il en faut. Et puis voilà, non, c'est... Je disais tout à l'heure en parlant des gens qui nous aiment, qui aiment les Forbons, j'ai pu le constater parce qu'en sortant de cette terrible épreuve, il y a des gens qui s'arrêtaient au magasin, dans des magasins, et qui se jetaient dans mes bras, simplement pour me dire qu'ils étaient heureux de me voir, de me revoir. Et dans ça, la prison? C'est énorme. Dans la prison? Les autres prisonniers, comment ils... Dans la prison, c'était extraordinaire. J'ai vécu 2 mois de rêve. Non. Non, mais je plaisante pas. Bah alors je crois que c'était 60 jours d'enfer. Mais parce que j'avais plus ma femme, mon fils et mes parents et mes amis. Mais en revanche, dans la prison, il n'y a rien eu de sordide. Personne m'a embêté. De toutes les manières, bon, les gens voient dans les yeux qui il faut embêter et qui il ne faut pas embêter. Vraisemblablement, on ne m'a pas embêté. Non, mais il y avait du respect même, ou un peu d'admiration, de curiosité? C'est ça qui est terrible. Ouais. Il y a même une personne, un mec qui m'a dit... Bébert, qu'est-ce que tu fous là? T'es une légende. Ça devait être sympa, ça. Je te jure. Non, mais encourageant dans des moments. Bien sûr que c'est encourageant. Alors bon, c'est sympathique parce qu'on prend la douche tous ensemble, un peu comme dans les colonies de vacances. Bon, bah, c'est vrai qu'on doit faire nos besoins à 1,20 m de l'autre, mais bon, ça c'est moins bien. Mais bon, tu sais, il y a eu une polémique sur l'état des prisons récemment. Ah ouais, tout récemment. Là. Ouais. Bon, évidemment, mais au sortir de cela, j'insiste, les gens m'ont témoigné un amour que j'étais à milieu d'imaginer. Ça fait combien de temps, Pépita, que vous avez arrêté de présenter ces jeux télévisés? Me voilà. J'ai arrêté. Parle beaucoup, non, mais c'était très intéressant ce qu'il disait. Merci. Puis il y a des éléments que je retrouve dans Lesquels? ma vie. L'amour des gens. L'amour des gens. Alors pour répondre à la question, c'était 2003. Avril 2003, je crois. Et depuis? Et depuis, j'ai vécu comme tout un chacun. Il y a eu des moments de bonheur, il y a eu des moments difficiles, comme tout le monde. Alors vous étiez là, vous dites, pour mieux comprendre les coulisses de la télévision, Oui, comment ça fonctionnait, etc., sans vous rendre compte totalement de l'impact que pourrait avoir votre présence dans la télévision. Pas du Vous dites, tout. personne ne m'a prévenu du succès, de la façon dont les gens pouvaient réagir ensuite. Vous avez été surprise par la suite? Ah oui, parce que déjà, moi, en tant que téléspectateur, je n'avais pas cette attitude vis-à-vis des gens qu'on voyait à la télé, donc je n'avais pas cette conception. Et je crois que le moment vraiment où j'en ai pris une conscience, mais ça m'a fait très peur. Je faisais les courses normalement dans une grande surface avec mon fils. Puis je voyais les gens qui me regardaient. Je dis, qu'est-ce que j'ai quelque chose de collé. Non, vous étiez sur Mars ou quoi, Pépita là? Non, je faisais mes courses. Ah ouais. C'est non, tout. mais dans votre tête, vous êtes. Ah non, mais j'étais compte complètement à côté. Et ça s'est assez mal terminé parce que je voyais les gens qui me regardaient, qui chuchotaient et tout. Quand je faisais mes courses, et puis il y a une personne qui m'a attrapée. Ah, Pépita de la télé et tout. Et à partir du moment que cette personne m'a attrapée, tous ceux qui m'observaient, qui n'osaient pas, sont venus.
Donc je me suis retrouvée, j'en tremble encore, dans une espèce de masse avec mon petit garçon qui était haut comme 3 pommes. Ils l'ont totalement ignoré. Et j'ai eu vraiment très très peur parce qu'on vous tiraille, on veut vous embrasser. La démarche n'est pas violente, mais la façon en masse, ça devient violent, quoi. C'était une agression. Et puis la façon dont vous l'avez vécu aussi, sans doute. Oui, ça m'a fait extrêmement peur. Ils m'ont fait mal, mon fils est tombé par terre. Et c'est les gens de la Sécu qui m'ont sorti de là en disant « Oh, Pépita de la télé, vous voulez signer un autographe ?» Bande d'abrutis. Ils m'ont dit « Non, c'est le seul truc qu'on avait trouvé pour vous sortir de là. » Et je dis « Waouh, ah, c'est ça. » Vous gagnez bien votre vie à l'époque? Au début, normalement, et au fur et à mesure, bien. Pendant combien d'années ça a bien marché? Ça a duré 12 ans, donc la 4e année, ça a bien marché. Quand ça s'est arrêté, Pépita, ensuite, est-ce que vous avez essayé de retrouver du boulot dans la télévision? Non. Vous êtes dit, c'est une page qu'il faut tourner? Voilà, c'est terminé. Parce que j'ai toujours eu ce réflexe, on me demandait, je voyais les gens qui faisaient de la télé, qui quand ça se terminait, déprimaient, n'étaient pas bien. Mais j'ai dit, mais c'est un métier comme un autre, à un moment donné, ça peut s'arrêter. Il ne faut jamais oublier ça, que ça peut s'arrêter. Et puis nous, c'était qui s'était arrêté d'abord. Et l'année suivante, c'était Pyramide, donc on était plus ou moins préparés à ça. Et au début, j'en profite pour me poser, je retrouve mon fils, je retrouve mon petit ami, ma famille. Et le temps passe, et les problèmes arrivent. Parce qu'il faut continuer à vivre, il faut continuer à nourrir sa famille. Voilà. Son fils, votre fils en l'occurrence. Je me suis dit, bon, la télé c'est fini, voilà, j'ai fait mon temps, je vais chercher un travail comme tout le monde. Et non, je ne suis pas comme tout le monde. Trop connu? Oui. Qui vous l'a dit ça? Trop. Ben, à toutes mes démarches, je me rendais compte, c'était toujours Pépita de la télé. À n'importe quelle convocation, rendez-vous ou démarche spontanée, ce que je faisais, c'est « Ah, mais vous êtes... oui ». Et la réaction, c'est « Oh là là, comment c'était la télé, un autographe, une photo ?» Et on oubliait ma démarche. Vous cherchez quel type de boulot? Alors, mais j'ai pas fait de... Ces recherches de boulot, c'était pour quel type de poste, pour quel type d'emploi? Ah ben, j'ai tout fait, les bureaux, les magasins, les restaurants, tout, parce qu'à un moment donné... Et personne n'a voulu vous engager? C'est pas qu'ils n'ont pas voulu, ça, je fais la différence qu'avec le temps, j'ai compris. C'était délicat pour eux, parce que déjà, il y a une personne qui a fait la réflexion dans mon dos, on est venu me le dire, elle a dit, je ne peux pas travailler et être son supérieur, c'est quand même Pépita de la télé, je ne vais pas lui donner des ordres. Ben, pourquoi pas? Comment vous êtes débrouillé pour continuer à vivre et à nourrir votre fils? Ben, au bout d'un moment, j'ai vendu ma voiture. J'ai vendu tout ce que je pouvais vendre, parce que bon, je ne suis pas matériel du tout, la voiture, j'avais plus besoin, donc je me suis débarrassée de tout ce que je n'avais pas besoin. Et puis j'ai fini par être érémiste, comme il arrive à beaucoup de personnes. Et c'est là, il y a les amis. On voit où sont les amis. J'ai été beaucoup aidée par des amis. Des amis d'avant? Oui, essentiellement d'avant la télévision. Et une seule personne de la télévision. Laquelle? Une seule. Elle s'appelle Aurélie et je l'embrasse. D'accord. Comment vous viviez le décalage entre votre situation financière qui était difficile et la notoriété qui restait intacte auprès des gens? Ça fait partie des handicaps parce que Pépita cherche du travail, mais elle n'a pas besoin de travailler, Pépita. Elle n'a pas besoin. Pourquoi? Connue égale riche? Voilà. De toute façon, si vous êtes connu, à partir du moment qu'on vous voit dans la télé, vous êtes riche. Et non. Vous êtes fait peur pendant cette période? Vous avez eu peur à un moment de ne pas y arriver, de ne pas pouvoir garder un toit pour votre fils? Oui. Je pense que tout être humain qui perd son travail, qui n'a plus les ressources nécessaires, a des coups de flip, quoi. C'est certain. Donc oui, c'est très dur. Vous faites quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, je travaille dans un club lounge parisien. Depuis quand vous avez retrouvé du boulot? Depuis peu. Ça fait quelques semaines? Quelques semaines, exactement. On continue la discussion dans un instant avec Pépita, bien sûr, avec Éric Morena, avec Stone, avec Claude Barzotti et tous mes invités, La Russo. Après ce message de la rédaction qui vous concerne peut-être, regardez. Votre femme a mieux réussi que vous professionnellement et vous avez du mal à l'accepter. Vous êtes père au foyer et votre femme est une businesswoman. Votre femme a sacrifié sa vie de famille au profit de sa carrière. Pour nous raconter votre histoire, contactez-nous au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de l'émission. Prochainement dans Toute une histoire, l'histoire de ceux qui ne cachent rien. Au supermarché ou dans la nature, ils aiment se promener dans le plus simple appareil. Vraiment, on se sent bien. Et c'est pour nous sentir bien que nous sommes naturistes. Mais aussi l'histoire de Nathalie qui, elle, éprouve de grandes difficultés à se dénuder en public. Et vous pouvez vous mettre en maillot de bain? Vous pouvez vous... Oui, mais je choisirai les personnes autour de moi quand même. Quand on est sur la plage, on choisit. Ou encore l'histoire de Christian qui aime vivre nu. Oui, bonjour. Aussi bien chez lui que lorsqu'il se déplace en ville. Tout à l'heure, il va faire 30 degrés dans la voiture, on aura trop chaud, autant s'habiller en conséquence. Vous avez choqué?
Non, je n'aime pas choquer, non, j'ai des limites. Il y a quand même des limites, voilà. Ouais, vous avez quand même fait 4 gardes à vue. Hein. Vous encourez quelle peine à vous balader à poil dans votre voiture comme ça? 1 an et 15 000 euros. On parle aujourd'hui du succès et puis le succès, des affres du succès également, la notoriété soudaine dont on doit aussi parfois se méfier. On n'est pas prévenu des conséquences que ça peut avoir et souvent dans la tête des gens, connu égale riche, égale heureux, égale au-dessus de tout problème, ce qui n'est pas toujours le cas. Vous avez la grosse tête, Stone? Non. Oui, je pense pas. Claude? Oh non, pas du tout. Pas du tout, jamais. Jamais vous êtes pris pour un grand crooner, pour Frank Sinatra, pour... Non, je suis resté un paysan, moi je suis très heureux d'être comme ça. Là, Rousseau, vous avez eu la grosse tête à 19 ans? Non. Non? Pas du tout. Le succès, vous arriviez à vous rendre compte que c'était... Merci papa, merci maman. Alors, expliquez-nous. Rien, j'ai 19 ans, on me dit tu vas chanter, on trouve une maison de disques, on signe un contrat, on fait une chanson, on nous dit que ça marchera pas, et finalement ça marche. On en vend plus de 2 millions à travers le monde. C'est hallucinant. C'est plus qu'hallucinant. C'est-à-dire que ma vie, du jour au lendemain, elle a changé. C'est plus moi. J'ai plus le droit, entre guillemets. Voilà ce qu'on me dit, tu peux plus vraiment être toi. Il faut faire attention à ce que tu fais, il faut faire... comment se tenir. Alors vous disiez merci papa, merci maman, pourquoi? Parce que, comment vous expliquer? Mon papa étant marocain, mon papa est assez sévère. Donc l'éducation chez moi, c'est depuis petite. On n'a pas attendu que je m'appelle la Rousseau pour commencer à me dire non, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Moi, je suis née avec un truc très simple. Dans ma famille, on dit, et c'est écrit sur la tombe de mon grand-père, il vaut mieux une bonne renommée qu'une grande fortune. Donc quand on vous apprend ça depuis petit, qu'on vous fait manger ça petit, je peux vous garantir que c'est pas ce que vous avez dans la poche qui fait ce que vous êtes, quoi. Donc vous ne l'avez pas oublié quand le succès est arrivé? Non. Quand vous avez été ultra sollicité? Mais pas du tout. C'est-à-dire que moi, Qu'est-ce que vous vous disiez à ce moment-là, du haut de vos 19 ans? Mais j'étais choquée, moi. Moi, j'étais choquée quand les gens me reconnaissaient. Je disais, mais merde, tu te rends compte, ils me connaissent. Oui, mais tu viens de vendre 2 millions de disques. Oui, mais quand même. Moi, des gens connus, j'allais dans les émissions, on était dans les loges et tout ça. Et un truc tout con, Gilbert Montagnier, que j'adore depuis toute petite... qui passe devant moi comme ça et qui dit « Mais ça, c'est la Rousseau, ça !» Comment il sait que c'est moi, quoi? Et Gilbert Montagnier me connaît, genre les présentateurs qui me parlaient... Mais sans même parler, il vous a vu déjà? Non, en parlant quand même, En parlant quand même. Non, mais ça, Gilbert, il est incroyable. Ah non, mais Jean-Luc aussi, il est incroyable. Ah non, mais Gilbert, il peut vous dire, il y a un oiseau qui passe, il peut vous dire, tiens, t'as changé de costume, enfin, c'est comme ça, Gilbert. Il est terrible. Il est terrible. Éric, alors c'est pas merci papa, merci maman, parce que vous avez pris cette grosse tête. Qu'est-ce qui s'est passé au moment du succès de Mon Bateau? Moi, d'abord, ma carrière commence tardivement. Vous avez quel âge à l'époque? J'ai 36 ans quand je fais le bateau. Et la personne avec qui je vis, qui devient mon ami à l'époque, qui s'appelle Antoine, décide de me faire une maquette. Mais d'où elle vient cette chanson Mon Bateau? Il l'a sortie d'où? Il m'en fait enregistrer des airs de Francis Lopez dans un petit studio. Et c'est lui qui... Vous aviez déjà une bonne voix, quoi. Oui, j'ai toujours eu la voix. Ouais. Je tiens ça de ma mère, parce que ma mère chantait. Voilà, c'est un don du ciel, si vous voulez. Et on envoie ça dans différents labels de maisons de disques. Et puis sur 30 envois, eh bien, j'ai 5 réponses, dont une. Et c'est un producteur qui m'appelle, c'est Jean-Patrick Tesser, qui est le producteur de Gold, de Julie Pietri à l'époque, qui me dit, voilà, votre voix m'intéresse et je veux créer un personnage exubérant et j'ai une chanson. Donc il me fait entendre cette chanson. C'est vrai que j'ai pas le coup de foudre sur le coup, je la trouve un peu ridicule, mais mon ami me dit, fais-la. Non, c'était décalé. Moi, je me souviens, j'étais à la radio à l'époque, le disque qui arrivait, tout le monde trouvait ça rigolo, etc. Mais c'était complètement à contre-courant. D'ailleurs, Max Guazzini à Énergie jette le disque au travers du bureau. Voilà, j'étais européen à l'époque. Voilà. Et puis le deuxième titre arrive, et là, le succès ne revient pas, c'était Ramon et Pedro. À ce moment-là, est-ce que vous avez pensé que le succès que vous avez connu ne pouvait être que passager, ou vous vous êtes dit, la chance va revenir, la main va revenir? C'est-à-dire, mon producteur me dit à l'époque, tu sais, le bateau ne va pas marcher. C'est simplement un coup, c'est une carte de visite que je te donne. On verra par la suite. Donc on n'a pas pu le prévoir, le succès. Et le personnage qu'il voulait, c'est-à-dire exubérant, on n'a pas eu le temps. J'ai pas eu de coach. Le personnage s'est monté au long des émissions. Donc j'ai manqué, si vous voulez... La préparation nécessaire? De mesure. Je n'ai pas eu de mesure dans l'excès. Et tout a débordé. Le personnage m'a échappé.
Si bien Alors que... vous êtes tombé dans quels excès? Ah ben je suis tout tombé ce qu'on peut imaginer de pire, c'est ça, en dans gros des excès aussi bien télévisuels. Vous pouvez demander à Christophe de Chavannes, par exemple, il y a une émission très célèbre à lui, où... C'est Bombardier? Où il se fait bombarder par moi, où je prends le contrôle de son émission. Voilà, c'est n'importe quoi, ça devient n'importe quoi. Je fais des déclarations pas possibles, il y a des gens qui m'en ont voulu. Je prends des positions sur des sujets... Ouais, vous entrez dans la peau de ce personnage provocateur, à contre-courant, etc. Et le soir, quand vous vous démaquillez et que vous enlevez le costume de lumière... je me dis devant la glace, mais Eric, mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que ça ne colle pas avec mon image, tout simplement. Mais là, vous étiez heureux ou malheureux? Et je vais vous dire que j'étais plus heureux avant d'être Morena. Et ça, c'est sincère. Alors pendant toute cette période, Eric, vous vous êtes éloigné d'Antoine, qui était votre ami. Pourtant, c'est lui qui avait été le premier à croire en vous, puisqu'il vous avait encouragé, il avait financé aussi cette première maquette. Est-ce que vous saviez qu'il était gravement malade pendant toute cette période, ou est-ce que vous ne voyiez plus rien autour de vous? Alors, tandis que moi, je m'élève, si vous voulez, dans les hits, Antoine, lui, sombre dans la déchéance. Et vous avez l'impression de l'avoir un peu... Avec le recul, vous pouvez peut-être... Avec le recul, oui, je l'ai délaissé. Vous en êtes voulu de ça? Oui, je m'en veux encore. Je l'ai délaissé, bien sûr, parce que l'argent facile, les rencontres faciles, les garçons, les appartements de luxe, voilà. Comment vous avez abordé la descente? Il est parti d'abord, votre ami, hein? Il est parti en 92. Il a mis 1 an et demi pour partir. Ouais, c'était un garçon qui pesait 95 kilos et à la fin, il en pesait 35. C'est un sida violent. Donc, ce que je décide de faire, c'est d'arrêter, de mettre un terme à ma carrière, parce que les dernières prestations télévisées sont catastrophiques, parce que je ne pense plus qu'à Antoine. Donc je m'enferme avec lui pendant 1 an, dans un appartement modeste du 13e arrondissement, parce que les finances ont baissé à ce moment-là. Et là, je m'occupe de lui. Et c'est cette communion qui est entre nous deux, jusqu'à la fin, qui me met les yeux en face des trous et qui me fait revenir à la réalité. Important de ne pas oublier ceux qu'on a connus avant, voilà. Parce que c'est ceux qui vous connaissent vraiment, quoi. Hein? Après, on peut faire des bonnes rencontres pendant aussi, évidemment, mais on n'est jamais sûr, n'est-ce pas, Larousseau? Quand on se fait draguer, on n'est jamais sûr de quelles sont les motivations de celui qui vient vers vous. Il a ses sources, monsieur Jean-Luc Delarue. Ah bon, on peut parler des émissions, quand même. Draguer au niveau des garçons, tout ça, machin. Mais non, mais on ne sait pas, quoi. On se dit, ce mec-là, il me regarde pourquoi? Parce qu'il se dit, tiens, c'est Larousseau, elle est à la télé, billet de banque. Ou alors, c'est une jolie nana, je l'aime bien. Bon, alors à l'époque, avec les cheveux rouges, j'avais du mal. Hein. Maintenant, j'ai pris une forme d'assurance. Attention. Depuis que je fais des brushings et que je me suis teint les cheveux en noir. Non, mais ouais, c'est vrai que c'est chiant, quoi, parce qu'on ne sait jamais. On se dit, finalement, est-ce que je suis une nana sympa? Et puis, moi, franchement, ce que je fais, c'est que dès que je suis avec mes amis, j'en fais toujours 3 tonnes de plus que les autres. Parce que on fait ces métiers parce qu'on a envie de donner de l'amour, parce qu'on a besoin d'aimer, d'être aimé. On est des gens généreux à la base. Et quand on est avec nos amis, on a tellement peur qu'ils pensent qu'on est la grosse tête, qu'on se la pète, qu'on se prend pour je sais pas qui, que finalement, on est 3 fois plus gentil, on est 3 fois plus drôle, on va en faire 3 fois plus, quoi. En tout cas, moi, c'est comme ça, quoi. On se fait des amis, je dis, on garde ses amis d'avant, ça c'est le mieux pour rester la tête sur les épaules. Top. On peut se faire des amis pendant. Vous avez une amie qui est derrière vous aujourd'hui. Comment vous l'avez rencontrée? Charlotte, alors Charlotte, à la base, donc je chantais, je faisais mes concerts, mes trucs, et puis je la rencontrais souvent à la sortie de mes concerts, à la sortie des émissions de télé, et puis un peu sur le net, elle avait fait un site et tout, elle se faisait appeler Baby. Baby. Et donc du coup, un jour, je lui ai parlé, je lui ai dit, écoute, je sais pas, elle m'a tirée cette fille, il y avait quelque chose chez elle. Ben, Charlotte, c'est devenue une de mes meilleures amies, ça fait plus de 7-8 ans qu'on se connaît. Ouais. Et je l'ai vue grandir, ma petite Charlottine. Vous étiez une fan à l'origine? À la base, oui. Ouais, on peut être une fan et devenir une amie, ou on reste toujours une fan quand même? C'est vrai que ça prend du temps, mais c'est vrai que Laetitia est quelqu'un de très très simple. C'est pour ça que j'ai pu l'approcher plus facilement que, par exemple, d'autres fans pour d'autres artistes. Et ça s'est fait au fil du temps. Au moment où c'est vrai qu'il y a eu la folie Tu m'oublieras, c'était un peu difficile de l'approcher, mais au bout des années, maintenant, ça fait 8 ans et je suis heureuse. Bon. Qu'est-ce que vous échangez depuis? Quel genre de relation vous avez? On s'appelle un peu tous les jours, donc c'est vrai que c'est une relation quotidienne. Beaucoup les soucis, le bonheur, beaucoup de souvenirs aussi. Parce que j'ai été là au début et je suis encore là aujourd'hui. Vous avez eu un gros succès, Claude. Comment ont réagi vos parents? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Mes parents, ils étaient très heureux puisque en fait, ils voulaient que je sois chanteur avant de naître. Il y a une coutume en Italie qui dit que si les parents veulent
que leur fils devienne chanteur, il suffit tout simplement d'accrocher le cordon ombilical sur un buisson épineux et l'enfant termine à la Scala ou à l'Olympia. J'ai déjà entendu ça. Eh oui. Ça a été votre cas? Oui, tout à fait. Oh, Moi, j'ai raté la Scala. Hein. Et qu'est-ce qui a été placé, le cordon ombilical sur C'est mon père. Et j'étais voir, c'est où je suis né à Châtelineau, à côté de Charleroi, à la rue de Brabant. Et voilà. Avec vos tubes Madame, L'Orital, vous avez fait chavirer le cœur des jeunes filles de l'époque. C'était une belle période, mais vous avez su anticiper lorsque le succès a commencé à s'émousser. Je ne sais pas où vous avez eu cette présence d'esprit, c'est très rare de voir ça dans ce métier. Vous avez décidé de dire, bon, bah, il faut que je prépare l'avenir. Je prépare l'avenir des miens, de ma famille et de moi-même. On est allé vous rencontrer là où vous habitez en Belgique, à Cours-Saint-Étienne, où vous êtes reconverti dans l'immobilier de haut niveau. Non, c'est pas tout à fait ça. Hein. C'est-à-dire que je fais ça vraiment, c'était un hobby, c'est une passion, mais mon métier, c'est la chanson, c'est d'écrire. Alors non, on pourrait dire mon métier c'est l'immobilier, mais mon hobby c'est la chanson. Vous dites le contraire, vous. Non, qu'est-ce que je viens de dire là? Je me suis gouré. Oh non, j'ai mélangé les pinceaux. Ah oui, c'est ça. Non. Votre métier? Mon métier, c'est la chanson, c'est d'être artiste. Ça. Et votre hobby c'est l'immobilier. Voilà, tout à fait. Oui, c'est ça, c'est un peu le monde à l'envers. Allons-y avec Claude. Je suis Rital et je le reste, et dans le verbe et dans le... Je suis Rital et je le reste. Qui n'a pas fredonné ce tube interplanétaire de Claude Barzotti, sorti en 1983? Mais depuis 20 ans, le chanteur a disparu des ondes et des écrans. Normal, il s'est reconverti dans l'immobilier. En fait, j'ai commencé l'immobilier en 1986, tout simplement parce que j'ai toujours pensé que la chanson, c'était un métier éphémère. On ne sait jamais où on va. Et je voulais pas me retrouver sans rien, quoi. Donc, en fait, ici, c'est tout simple. J'achète les terrains, je les divise. Et puis, je fais du début à la fin. Tout. La maison. Promoteur immobilier depuis 20 ans, Claude a décidé de s'offrir enfin la maison dont il rêvait. Je vous montre ma nouvelle maison, voilà, que je suis en train de construire. Voilà. Ça fait des années, en fait, que j'avais envie d'avoir une belle maison, une grande maison, parce que j'aime bien les grands espaces. Pour vivre seul avec mon chat, ça va être grand, immense. Grand, le mot est faible. 850 mètres carrés, 6 chambres, autant de salles de bain, une salle de cinéma, une discothèque et une piscine intérieure. Un chantier impressionnant que Claude gère en toute quiétude. En immobilier, on n'est jamais stressé, parce qu'on sait combien coûte une brique, on sait combien on peut la revendre. Dans la chanson, c'est plus stressant, mais on reçoit des applaudissements qu'on ne reçoit pas lorsqu'on fait une bonne affaire. Donc, vive la chanson, voilà. Et ça, c'est pour le plaisir. Je suis Rital et je le reste, et dans le verbe. En plus de l'immobilier, Claude vient d'ouvrir un restaurant italien à Bruxelles. Ça fait longtemps que j'avais envie d'ouvrir un restaurant, ça fait plaisir d'emmener ici des amis. Mais il ne faut surtout pas que les gens viennent pour m'écouter chanter. Ils doivent venir pour la bouffe, pour l'ambiance, pour le décor. Et si je chante une chanson de temps en temps, rarement, ça sera la cerise sur le gâteau, voilà. Il y a Claude Barzotti, ça fait un plus quand même qui est assez sympathique. Je suis Rital et je le reste. Nanana. Mais Claude n'a pas abandonné la musique. Il a toujours son public et donne encore 150 concerts par an. Pour ses proches, il reste une énorme star. Voilà, ma fille, une de mes filles. Nous, on l'admire pour ce qu'il fait, bien sûr. Mais je veux dire, avant tout, c'est mon père. Je pense pas que c'est une star oubliée, non. Parce qu'il a eu du succès et je pense qu'il en a encore aujourd'hui. De toute façon, je veux dire, moi, je suis très heureux de ce qui m'est arrivé, puisque, en fait, au départ, moi, mon souhait, c'était de vendre 50 000 disques. Et j'ai vendu des millions de disques, donc je suis très heureux. Et je suis content. Les médias m'ont mis un peu en stand-by. Mais tôt ou tard, il va bien falloir qu'ils me remettent sur les platines. Bravo, hein. C'est assez épatant ce que vous avez fait. Je veux dire, d'avoir réussi à garder la tête froide, alors que c'est jamais gagné quand on est tout en haut de l'affiche. Et de réussir à manager vos passions, vos hobbies et votre métier, chanteur. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous espérez de la chanson? Revendre des millions de disques, vous dites peut-être que ça peut arriver? Non, une chanson peut revenir? Non, c'est-à-dire que j'ai envie de revenir dans la chanson parce que j'ai encore des choses à dire.
Mais bon, si après ça se vend, ben, c'est magnifique. Et si ça ne se vend pas, tant pis. Quoi. Mais j'ai quand même beaucoup de spectacles. Moi, je fais entre 100 et 150 spectacles. Ouais, c'est un jour je pense qu'il n'y a pas beaucoup un jour sur deux dans l'année, quoi. Beaucoup, oui. Et il n'y a pas beaucoup de chanteurs qui font autant de spectacles, de galas. Donc c'est magnifique. Mais c'est vrai que ça devient dur pour des gens de notre âge de passer, quoi. Il y a de moins en moins de télévision, c'est vrai. De moins en moins de variété. Moins en moins de variété. Donc, lorsqu'il voit un Claude Barzotti, je suppose qu'il doit le jeter à la poubelle sans l'écouter, malheureusement, voilà. D'accord, le message est passé. Et puis, il y a différentes façons de faire un retour et de faire des retours triomphants dans des grandes salles. On va le voir dans un instant avec Stone. Je voudrais qu'on parle avec Richard DeWitt peut-être de ce moment assez particulier. C'est en 85, après avoir connu des très grands succès, après avoir essayé de reformer votre groupe Il était une fois, que vous avez compris que votre maison de disques disait stop. Comment on vous l'a dit à vous ? On me l'a dit tout simplement. C'est-à-dire que j'ai re-signé dans la même maison de disques tout seul, la même maison de disques Il était une fois, un contrat d'artiste sur 5 ans. Et j'ai eu tous les moyens à ma disposition. J'ai fait un album et une bonne dizaine de singles dans cette maison de disques. Le succès a été mitigé une seule fois. Enfin, j'ai fait un disque d'or avec un titre en 81. Elle aimait le Sud, ça s'appelle. Bon. Et puis ensuite, ça a été des bides sur bides. Votre femme était restée avec vous à ce moment-là ou à quel moment elle est partie ? Vers cette période-là. On peut dire ça comme ça. Comme par hasard ? Bon, oui. Et puis, c'est un peu le désenchantement, c'est évident. Vos amis, vous les avez gardés ? J'ai gardé mes vrais amis, on peut les compter sur les doigts d'une main, souvent, mais les vrais amis sont toujours là, oui. Votre famille aussi a su vous soutenir à ces moments-là ? Heureusement. Heureusement. Non, mais c'est vrai, quoi. Mais j'ai 2 frères. Là, vous avez vraiment cru que vous alliez vous retrouver SDF à un moment où... Ça a bien failli, oui. Je louais, parce que j'avais gardé le même train de vie, donc j'avais une maison à la campagne, en Seine-et-Marne, je louais un très bel appart dans le 12e. Et puis, quand j'ai eu 6 mois de loyer de retard et que les dettes se sont accumulées, au secours, heureusement, j'ai eu des très bons amis qui m'ont aidé, comme Pépita tout à l'heure. Et on peut les compter sur les doigts d'une main, je vous le dis, les vrais amis qui vous font confiance et qui réfléchissent pas et qui vous aident. Et puis on sort, je veux dire, c'est un métier, on le sait bien, tous les métiers artistiques, c'est... on n'est pas les fonctionnaires, on n'a pas une paye tous les mois qui tombe. Ce qu'il faut, c'est réussir à retrouver, garder espoir. Mais on travaille toujours, quoi. Moi, j'ai jamais arrêté de faire des concerts, des galas. Moi, je suis content de faire ça. Je donne ça. On me demande de passer. Mais les gens ont de la mémoire, puis tout le monde se souvient des bons moments qu'ils ont vécus, etc. On le voit avec le succès des Yéyés aujourd'hui, qui est un succès mais hallucinant, qui les producteurs sans doute l'avaient imaginé, mais n'avaient même pas rêvé à ce point-là. Ce sont des salles immenses que vous remplissez aujourd'hui. À partir de mars 2007, vous serez à l'affiche de ce rendez-vous Yéyé Stone. Ce n'est pas un, mais des artistes. Combien d'artistes sur scène ? J'ai pas compté, je sais pas, une vingtaine à peu près. Avec 2 spectacles par jour et des salles mais immenses qui sont remplies. Les Zéniths en majeure partie, oui. C'est le grand phénomène de cette fin d'année 2006 et ce début d'année 2007. Regardez. Ce sont des grands talents qui sont là et qui n'ont pas bougé et qui ont, grâce à leurs chansons, traversé le temps. Ça fait plaisir de les voir, ça fait plaisir de les retrouver. Je pense que c'est des gens qui n'auraient peut-être pas eu ce succès séparément sur scène. Et je pense que c'est l'ensemble qui... Réunir d'anciennes vedettes des années 60 et 70, c'est la bonne idée qu'a eu le producteur de la tournée Âge tendre et Tête de bois. Ils sont une douzaine d'artistes à se produire sur scène, parmi eux Michel Thor, Franck Alamo, Richard Anthony et Demis Roussos. Déjà 70 dates dans les plus grandes salles de France et une 2e tournée prévue. Stone, qui fera partie du second casting, est venu prendre la température en coulisses. Bonjour Michel, ça va ? Ça va très bien. Coucou. N'est-ce pas ? C'est les grandes retrouvailles, oui, alors ça. Oui. Ce qui est le plus extraordinaire, c'est l'accueil du public. L'accueil du public, oui. La revanche des ringards. Non mais ils se foutaient de tout de nous au départ, ils nous prenaient de haut et tout, maintenant ils... bien sûr. C'est le mélange parfait du kitsch et de l'impossible. Et c'est ce qui le rend peut-être très branché d'ailleurs. Ce soir, c'est au Zénith de Paris et devant 5000 personnes que nos artistes de toujours vont chanter. Pour certains d'entre eux, la scène est un exercice qu'ils n'ont pas pratiqué depuis longtemps. Aujourd'hui, ça baigne. Formidable. Bon, toujours un peu... Oui, ça c'est normal. Non, on n'est pas artiste, mais ça baigne. Oui, c'est vraiment impressionnant. Alors là, c'est pas souvent qu'on a affaire à autant de spectateurs à la fois. De voir tous ces visages, ça reste quelque chose d'exceptionnel, quoi, c'est sûr. Parce qu'on fait beaucoup de galas dans l'année, mais on n'a pas toujours cette affluence de public, c'est sûr.
C'est toujours, et c'est la magie de la scène, hein. C'est toujours comme la première fois, vraiment. Je crois que le jour où ça ne le sera plus, il sera temps d'arrêter. Donc évidemment, on a envie d'être sur la scène, c'est obligé. Biche, ma biche, lorsque tu soulignes au crayon noir tes jolis yeux. Biche, ma biche, moi je m'imagine que ce sont deux papillons bleus. Les grands cités le crâne, les grands cités le crâne, que c'est triste ici. Les fans en redemandent, même la presse est dithyrambique. Pourtant, il y a encore quelques mois, personne n'aurait parié sur un tel succès. On s'attendait à avoir quand même un peu de succès parce que dans nos carrières respectives, on serait plus là si on n'en avait pas eu. Mais un comme ça, enfin en tout cas moi, franchement, je m'y attendais pas. On se passe. En coulisses, vous avez l'air à la fois excité, un peu angoissé aussi, hein, parce que des grandes salles comme ça. Moi, que de passage, mais c'est vrai que nous, on démarque en mars, mais pour tous les autres, c'est quand même très impressionnant quelque part. Merci à tous d'être venus nous voir. Allez, au revoir. À partir de mars. Merci.